Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour le Monde aujourd'hui du 31 janvier. Tout de suite, le sommaire de cette édition. L'officier en charge du commandement Afrique de l'armée américaine, le général Stephen Townsend, voit l'Afrique comme un continent de haute importance stratégique. Avec de goulots d'étranglement stratégiques et des voies de communication maritime essentielles aux commerces mondiaux et aux opérations américaines dans le monde, notre sécurité et notre prospérité future reposent sur cet accès stratégique en temps de crise et sur la garantie que ces eaux restent libres, ouvertes et sécurisées. Les troupes françaises sont la plus grande force étrangère contribuant à la lutte contre les militants islamistes au Sahel. Le sénateur Jack Reed a demandé au général Townsend comment une éventuelle réduction des forces américaines pourrait affecter ses efforts. Si nous nous retirons, comment cela serait-il interprété et quelles conséquences pratiques cela pourrait-il avoir pour leur coopération dans la lutte? Notre position, celle du ministère de la Défense, est que les Européens doivent se mobiliser et faire plus au Sahel pour aider les Français. Les Français appellent l'Europe à intensifier ses efforts et en faire plus. Je pense absolument que c'est la bonne chose à faire. Mais comme nous voyons les extrémistes violents progresser, si nous retirons précipitamment notre soutien aux Français, cela n'irait pas dans la bonne direction. Le général Townsend a souligné que les opérations de contre-terrorisme en Afrique sont une contribution rentable à la sécurité nationale des États-Unis. Les organisations extrémistes violentes qui se trouvent sur le continent à l'est comme à l'ouest, certains de ces groupes menacent aujourd'hui la patrie américaine. Certains d'entre eux seront potentiellement une menace dans les années à venir. Les législateurs américains ont interrogé le général sur l'attaque réussie d'Al-Shabaab ce mois de janvier contre la nouvelle base aérienne de Manda Bay au Kenya. Je pense qu'il va de soi que nous n'étions pas aussi préparés à Manda Bay que nous le devions. Et nous cherchons à savoir pourquoi c'est le cas. Mais il y a environ 120 fantassins sur le terrain maintenant qui sécurisent cet endroit. Et ils travaillent dur depuis le 6 janvier pour mettre en place les défenses appropriées. Donc, je suis convaincu qu'au moment où ils auront terminé, Manda Bay sera beaucoup plus correctement défendu. Le chef du commandement Afrique des forces armées des États-Unis a ajouté que l'attention des responsables va au-delà du Kenya, vers toute l'Afrique. Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a pour sa part déclaré que l'administration Trump ne retirerait pas totalement les troupes actuellement sur le continent africain, mais l'ajustement des niveaux des troupes pourrait signifier une plus grande emphase sur la lutte contre l'influence russe et chinoise et moins sur la lutte contre le terrorisme. Des milliers de professionnels de la santé des forces armées chinoises ont été déployés à Wuhan, capitale de la province du Hubei, dans le centre de la Chine, pour lutter contre la pneumonie causée par le nouveau coronavirus. Nous placerons fermement nos employés et la sécurité de nos soldats au premier rang des priorités. Nous sommes prêts à tout moment à nous présenter au travail et nous avons la capacité de travailler rapidement afin de pouvoir sauver des vies et guérir les patients. Nous allons nous mobiliser et puiser dans la sagesse de tout l'hôpital pour gagner cette bataille. Pour le directeur général de l'OMS, la plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus fragiles. Certains pays voisins de la Chine prévoient la fermeture de leurs frontières, mais l'organisation onusienne met en garde. Comme vous l'avez entendu hier, il a été très clairement déclaré et réitéré que les restrictions au voyage et au commerce ne sont pas recommandées par l'OMS. Chaque fois que les gens veulent voyager, ils le feront. Et si les voies officielles ne sont pas ouvertes, elles trouveront des voies non officielles. Selon les chercheurs chinois, la nouvelle épidémie de coronavirus a doublé de taille toutes les semaines depuis le début de l'épidémie. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine suggère que la transmission interhumaine s'est produite au début de l'épidémie et que la période d'incubation moyenne était de 5 jours. Conscient de la gravité de la situation, nous avons pris des mesures très strictes, puissantes.
pour contenir les mouvements des personnes à travers le pays. Aujourd'hui, la situation continue d'évoluer et davantage de recherches sont nécessaires. La Commission européenne a annoncé une subvention de 10 millions d'euros pour soutenir la recherche sur le nouveau coronavirus. À l'Institut Pasteur français, on envisage de développer un vaccin pour traiter le nouveau coronavirus, a déclaré vendredi un responsable de l'Institut, ajoutant que le vaccin pourrait être disponible dans 20 mois. En attendant, les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivent par centaines. Le département d'État a recommandé jeudi aux ressortissants américains de ne pas se rendre en Chine, tout en augmentant le niveau d'alerte dans ce pays d'un cran. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo en compagnie de Roger Moutou. Bonsoir Roger. Bonsoir Salwa. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui on parle de beaucoup de choses. On parle d'abord du compte français, de compte Instagram du rappeur français Booba qui a été suspendu. Je dois dire ainsi, Instagram supprime complètement, définitivement ce compte de la star du rap français Booba qui n'a pas respecter les règles de la communauté, a confirmé le réseau social vendredi. Aujourd'hui, donc, hyper actif sur son compte, il y alimentait sa légende entre sa vie à Miami, des photomontages par milliers, le lancement de duels avec d'autres rappeurs et le soutien à ses poulains. Il y avait notamment maintenu le suspense autour d'un éventuel nouveau combat avec le rappeur K.Harris après une échauffourée à l'aéroport parisien d'Orly qu'on avait tous suivi sur les réseaux sociaux, Salwa. C'est ce qu'on appelle le bif. Bif, exactement, bif, exactement ça. Alors, on parle de la biennale à présent. Ah ouais, la biennale, très 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 intéressant aussi ce sujet. La Berlinale retire l'un des prix, ses prix en raison du passé nazi de son ancien directeur. Donc les organisateurs de cette Berlinale ont annoncé jeudi retirer l'une de ses plus prestigieuses récompenses, le prix Alfred Bauer du nom de son ancien directeur en raison de révélations fracassantes sur le passé nazi de cet homme. L'enquête de l'hebdomadaire Die Zeit jette une nouvelle lumière sur le rôle d'Alfred Bauer, le premier directeur du Festival international du film de Berlin dans la politique du film des nazis, indiquent les organisateurs de la Berlinale sur leur page Facebook. Selon Die Zeit, qui s'appuie sur des recherches minutieuses, notamment dans les archives nationales, Alfred Bauer, qui fut directeur de la Berlinale pendant un quart de siècle, disons de 1951 à 1976, a été un haut responsable de l'organisme cinématographique de propagande mis en place par un ministre d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Salwa. J'ai dit biennale tout à l'heure, c'est Berlinale. Berlinale. Écoute, je fais ça toujours moi. C'est pas la seule. Alors, je disais en titre, on parlait tout à l'heure de cette vidéo qui fait un tabac sur YouTube, celle de Adonai. Je prononce bien. T'as bien prononcé. Adonai, du Ghanéen Sarkozy. Pas Sarkozy. C'est pas Sarkozy, lui n'est pas président. C'est un rappeur, oui. Exactement, ça doit. Disons, ce qui fait un peu le plus grand clip musical ghanéen sur YouTube aujourd'hui. Cette vidéo est produite par Street Beats et réalisée par Nana Kofi à CNA. La chanson est sortie il y a environ 6 ans, mais reste la chanson fétiche de Sarkozy et il n'est pas surpris par un tel exploit. Adonai signifie le Tout-Puissant. C'est Dieu, le roi de l'univers. Je pense trop et je découvre beaucoup et je deviens humble. Je respecte tout le monde. Si je dois me considérer comme une star, le jour où je tomberai, ce sont les gens autour de moi qui m'aideront à me relever. Tu sais, Salwa, pendant la fête de la division africaine de VOA, j'ai joué cette chanson plusieurs fois et les gens ne faisaient que danser. Magnifique, c'est très belle chanson. Merci beaucoup, Salwa. Merci. L'art de la lecture est encore pour de nombreux Sud-Africains parfois inaccessible. Selon une enquête nationale sur la lecture effectuée en 2016, 58% des ménages sud-africains n'ont aucun livre de lecture de loisirs à la maison.
De la même manière, les rares bibliothèques publiques dans les zones défavorisées ne sont que très peu fréquentées. Pour pallier ce problème, la ville de Durban a décidé d'embellir les bibliothèques publiques des townships afin d'attirer plus de lecteurs. Cette initiative devrait inciter les gens à lire plus afin d'apprendre davantage. L'idée est de déployer l'art dans les espaces publics afin d'encourager la lecture, mais pas seulement. Ce projet souhaite également offrir aux jeunes artistes des milieux défavorisés une plateforme pour exposer leur savoir-faire. La plupart des artistes des milieux défavorisés ne vivent pas de l'art. La municipalité de Durban met donc en place une telle initiative pour qu'ils puissent commencer à vivre de leur art. 10 bibliothèques des townships de Durban ont ainsi été sublimées pour le grand plaisir des riverains. La plupart des gens connaissent mal l'art. Ils sont heureux de voir des œuvres d'art, communiquer avec eux d'une manière différente dans une bibliothèque. Je pense que nous devons changer l'image de Durban et cette initiative est une manière de le faire. Inspirer les enfants et les motiver à devenir plus créatifs. Inspirer à la créativité et développer une culture de la lecture, c'est le défi que se sont lancés ces jeunes artistes, car comme le disait Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Asma Botmi-Clark pour VOA, Durban. L'équipe de l'ambassade américaine en Centrafrique travaille régulièrement sur la sélection de jeunes candidats appelés à se rendre aux États-Unis pour des programmes d'échange. Au total, 4 sont proposés. 4 grands programmes d'échange américains sont proposés par l'ambassade des États-Unis en Centrafrique. Le plus célèbre est le Mandela Washington Fellowship, ouvert aux jeunes de 25 à 35 ans pour des formations en entrepreneuriat et leadership. Il y a aussi le programme IVLP qui a été instauré depuis 1940. Il cible les professionnels afin de les aider à avoir une expérience supplémentaire dans leur domaine d'activité lors de leur séjour aux États-Unis. Nous avons aussi le Pan-African Youth Leadership Program qui permet à de jeunes lycéens de se rendre aux États-Unis afin d'acquérir des connaissances en matière de leadership et les inciter à s'intégrer dans les activités communautaires. Enfin, le Humphrey Leadership Program qui vise les universitaires et leur donne l'opportunité d'être formés dans une université américaine pour une année. À l'issue de ces formations, les jeunes candidats reviennent dans leur pays d'origine avec des connaissances qui leur permettent de mieux structurer leurs projets et d'exercer des activités qui impactent positivement leur communauté. J'ai participé à la section qu'on appelle Business Entrepreneurship. Et dans ce programme, j'ai pris 1 mois et demi où j'ai appris comment faire le business, comment faire le marketing d'une manière globale. J'étais allé avec un projet qui s'appelle Mandatech, qui est une bibliothèque virtuelle. Quand je suis rentrée de ces formations-là, ça m'a permis déjà de redéfinir l'orientation de l'entreprise que je dirige, travailler sur des projets plus impactants. Par exemple, aujourd'hui, je travaille sur 2 projets sur le charbon bio, charbon fait avec les déchets ménagers, et également un projet sur du manioc amélioré avec le moringa. L'ambassade des États-Unis en Centrafrique accompagne à travers des rencontres ponctuelles l'ensemble du réseau des alumni, ce qui leur permet de mesurer l'impact de ces programmes. Environ 20 000 jeunes Africains uniquement en ce qui concerne le programme YALI sont comptabilisés sur le continent et chaque année, environ 1000 candidats sont sélectionnés. Sandrine Hapi pour VOA Afrique, Bangui. Bonsoir Salwa et bonsoir à tous. C'est l'événement sportif du week-end ici aux États-Unis. Miami en Floride accueillera ce dimanche la finale du Super Bowl. Ce match du championnat de football américain opposera les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City. Des milliers de fans, les hôtels et les restaurants se préparent pour un week-end de célébration. Les forces de l'ordre, eux aussi, s'apprêtent pour sécuriser cet événement. Notre envoyé spécial à Miami, Alonso Castillo, s'est intéressé aux dispositifs sécuritaires dans ce reportage que j'ai repris pour vous. Miami se met aux couleurs de cette finale du championnat de football américain. Le Hard Rock Stadium abritera ce match inédit.
Pour suivre le pas, les forces de l'ordre ont mobilisé des milliers d'agents pour patrouiller au sol, en mer et dans les airs. Il s'agit d'une collaboration entre les organismes locaux, étatiques et fédéraux. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, dites-le immédiatement à la police. Nous avons des centaines d'agents en uniforme et en civil dans toute la ville. De son côté, la direction d'Uber à Miami a donné des séances de formation à plus de 100 000 conducteurs en Floride pour détecter et comprendre si quelqu'un est victime d'un crime alors qu'il est dans leur véhicule. Il y aura une forte demande de chauffeurs de transport en commun pendant le week-end. Ce sont nos yeux et nos oreilles sur nos routes. Les conducteurs ont appris à signaler un cas de traite des êtres humains ou de trafic sexuel aux autorités. La police de Miami a su qu'elle utilisera des hélicoptères avec des caméras infrarouges pour repérer les gens sur le terrain. Cette finale du Super Bowl oppose les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City. Sur le continent, en football, comme il fallait s'y attendre, la Tunisie et l'île Maurice ont écopé de diverses sanctions infligées par la CAF, dont le jury disciplinaire s'est réuni à l'Aïoun. L'île Maurice, qui s'est retirée en pleine canne futsal, écope d'une suspension des 2 prochaines éditions de la compétition et devra aussi s'acquitter d'une amende de $75 000 pour sa part. La Tunisie a décliné sa participation au CHAN 2020 malgré sa qualification. Elle est suspendue pour le CHAN 2022 et doit payer une amende de $50 000. Vainqueur de la compétition en 2014, la Libye, initialement non qualifiée, remplace la Tunisie. Le tirage au sort est prévu le 17 février à Yaoundé. La compétition aura lieu du 4 au 25 février. C'est tout pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Voilà pour ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité à VOA Afrique. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.